Je lui ai dit d'aller plutôt sur notre compte Facebook, on suit en direct. Compte Facebook Terre Citoyenne. Encore quelques secondes. Et c'est sur Facebook, hein, maintenant. C'est sur Facebook. Oui. Je peux y aller. C'est maintenant qu'elle peut aller sur Facebook. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Merci en particulier à ceux qui sont un peu éloignés des terres douarnennistes et qui ont accepté de venir participer à cet échange. Le but de la manœuvre, je suis Hugues Tupin, je suis membre de la liste Douarnenez Terre Citoyenne et j'en suis la tête de liste. Notre souci, c'était de pouvoir réunir les différents acteurs de la vie locale pour faire le point sur la situation que nous venons de traverser, pour savoir comment eux, ils l'ont traversée, quels en sont les enseignements, les leçons que l'on peut tirer de cette période-là et quels sont les effets à venir dans les jours, les mois, les semaines, les mois qui vont venir. Qu'est-ce que cette période-là a transformé fondamentalement et quels sont les questionnements qui en surgissent et que nous devrons traiter localement, nous ici à Douarnenez, pour ce qui nous concerne, sur une première période de court terme, moyen terme et long terme. Alors ici, sur les problématiques de santé, on est sur un territoire extrêmement excentré et j'ai le sentiment que l'on concentre un petit peu tous les effets des politiques qui ont été menées depuis des années sur justement la santé, mais sur bien d'autres thématiques également. Mais la santé, c'est particulièrement criant ici sur Douarnenez, avec une forte désertification qui s'est mise en place, désertification médicale, j'entends. Pourtant, on a des atouts, hein, on a un hôpital de proximité qui est vraiment un outil essentiel pour la vie de notre commune, mais au-delà de notre commune, tout le bassin qui nous entoure, du Cap Sizun au Porzay. Et pourtant, cet outil extrêmement important a subi, comme beaucoup d'autres hôpitaux de proximité, depuis une vingtaine d'années, un détricotage incroyable dont on pourrait tracer l'origine peut-être ou nommer l'origine avec la fermeture de la maternité et donc du coup tout ce qui en a découlé derrière pour arriver aujourd'hui à un outil toujours bien sûr utile mais dépouillé d'éléments extrêmement importants pour la ville, pour les habitants et pour tous les habitants de notre territoire de proximité. Un des derniers avatars que nous avons subi, c'est la suppression de la ligne de Smur à l'été 2018, logiquement limitée à la période de cet été 2018 et en période nocturne, qui perdure toujours aujourd'hui et qui s'est étendue également à des périodes de jours. Et donc, l'absence de couverture par le SMUR de tout notre secteur et qui met en difficulté, pour ne pas dire en péril, des populations du Cap en particulier qui sont les plus éloignées de Quimper. Donc voilà, schématiquement, la situation telle qu'elle existait avant le Covid, avant l'événement Covid, hein, qui était déjà une situation extrêmement préoccupante et une dégradation en fait des problématiques de santé qu'il faut reconquérir. Alors jusqu'à présent, il nous était répondu à l'envi que la compétence santé n'était pas une compétence municipale, qu'elle n'était pas une compétence communautaire, qu'elle n'était pas une compétence départementale, que c'était donc totalement de la responsabilité de l'État. Nous, on a toujours considéré que la santé, c'était la compétence de tous ceux qui voulaient bien se l'approprier et que localement, on devait reprendre en main, et pour notre part, et dans les responsabilités qu'on serait amené à assumer, cette politique-là qui est fondamentale pour la vie de tous les citoyens de chaque territoire de France et de Navarre. Donc, c'est un des engagements forts. Donc, une mobilisation extrêmement importante qu'il va falloir lever pour défendre cette politique de santé locale à travers un plan local de santé, à travers peut-être la création d'un centre de santé qui permette de
faire revenir ou se donner les moyens de faire revenir des médecins sur notre territoire, mais aussi en regardant tous les leviers que l'on pourra activer pour permettre l'amélioration de l'offre de soins dans sa globalité, du généraliste à l'ensemble des paramédicaux sur le territoire de Douarnenez à travers l'accessibilité immobilière, des loyers adaptés à l'implantation de jeunes médecins. Voilà, donc une réflexion globale qui aborde des champs extrêmement vastes, mais je vais en arrêter là parce que le sujet est extrêmement important et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous entendre, vous, tous ceux qui avaient traversé cette période dans votre activité professionnelle ou à proximité de gens qui étaient soumis à toutes les conséquences de cette étrange et étonnante période qui a mis en évidence les dysfonctionnements majeurs du système de soins en France et qui s'est instillé depuis maintenant de nombreuses années. Donc, je vous remercie encore tous et je passe la main donc à François là maintenant pour lancer vos interventions. Bonne réunion à tous. Merci Hugues. Donc moi je vous dis bonsoir aussi à toutes et à tous. Voilà, moi donc à l'invitation de Terre Citoyenne, vous êtes venus donc nous rejoindre. Moi je vais quand même me présenter aussi. Je suis donc François Le Tual, candidat sur la liste Douarnenez Terre Citoyenne, en retraite et j'ai travaillé une vingtaine d'années à l'hôpital de Douarnenez. Voilà. Donc ce soir, moi, je suis chargé de présenter la réunion en compagnie de Cécile Dulu, qui est aussi infirmière et qui pourra témoigner de ce qu'elle a pu vivre pendant cette crise. Je vais quand même préciser aussi qu'on ne va pas vous retenir jusqu'à tard ce soir. Donc les interventions sont peut-être un peu courtes, mais on va essayer de terminer vers 20h. Bon, si on déborde un peu, c'est qu'on aura plein de choses à se dire. Voilà. Donc moi, je vais déjà présenter les différentes personnes qu'on a invitées et qui interviendront sur leur domaine de compétences. Je vais commencer. Alors, on devait avoir la participation de Catel Tanter, mais elle a peut-être eu un souci qui est donc infirmière libérale, mais qui ne semble pas être encore arrivée. Donc Cécile aussi interviendra certainement la première pour vous parler de son expérience, de son vécu. Monique Prévost, notre premier soutien, je ne sais pas comment on dit en féminin, bref, qui parlera du planning familial. Donc on aura Olivier Huinou, donc IAD, alors pour certains ça veut dire infirmier anesthésiste, diplômé d'État, etc., qui travaille sur Paris et qui est, je crois, donc représentant syndicat de Sud, c'est ça, Santé. Si je me trompe, il me rectifiera. On aura aussi Marceline Sévrac, infirmière, et en retraite, je crois, je ne dis pas de bêtises, Marceline, et toujours avec un mandat syndical au niveau du département, et voire même plus, je crois. Ouais, tu me diras aussi si j'oublie. Alors, on devait avoir Pauline, mais en fait, Pauline s'appelle Jérôme, c'est ça, qui va nous parler de… Chloé le présentera peut-être un peu mieux que moi, et qui, je crois, travaille en lien avec le médicament, enfin bref, par rapport à Sanofi, etc., il aura des choses à nous dire. Ce sera très intéressant. On aura, on va l'appeler Jix, qui est un aide-soignant et qui travaille en EHPAD. Il y a Yves Jardin qui a accepté, malgré ses réticences, à participer à ce genre de réunion par Zoom et qui nous parlera un petit peu des usagers de l'hôpital de Douarnenez. Enfin, moi, j'aurais un petit mot à dire sur les mémoires vagabondes, parce que je me suis entretenu assez longtemps avec Nadine Coursenet, que vous devez tous connaître plus ou moins, et qui est donc la présidente de cette association. Jacques aussi devait nous rejoindre. Alors, je ne sais pas s'il arrivera en cours de route. Jacques Boeuf, médecin, mais en retraite, mais quand on est médecin, je crois qu'on le reste toute sa vie. Donc, il y aura aussi pas mal de petites choses à nous dire. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Bon, Catel n'étant pas là, je vais passer la main peut-être tout de suite la parole plutôt à Cécile. Si tu veux, Cécile, prendre la parole et puis nous dire ce que tu auras à nous dire. Voilà. Merci. Ok, je crois que j'ai activé le micro, là, c'est bon.
Donc oui, Cécile Dulumartin, donc je suis candidate sur la liste Douarnenez Terre citoyenne et infirmière. Donc je vais essayer d'être succincte parce qu'on a tous énormément de choses à dire et il faut qu'on ait vraiment tous un temps de parole assez conséquent. Donc au niveau des conditions de travail, je pourrais parler que tous les acteurs en fait du système de santé se sont vus vraiment mobilisés et voire sollicités. Certains infirmiers dont je fais partie ont été appelés sur d'autres hôpitaux en renfort, sur d'autres EHPAD. Voilà, on pourrait parler aussi malheureusement de syndrome de glissement auprès surtout de personnes âgées qui ont été des événements difficiles, mais pour tout le monde, que ce soit la famille, mais aussi les soignants. Voilà. De rencontres de personnes qui sont plutôt dans l'anxiété, dans l'angoisse, quand on arrivait pour des soins, et des personnes qui étaient aussi pas en refus de soins, mais qui ont mis à plus tard en fait leurs soins. Voilà. Ensuite, on pourrait parler des suivis, en fait, des télésuivis qui sont faits auprès de médecins, mais aussi auprès de patients quand il y avait besoin de renforcer, en fait, par rapport au Covid, quand il était présent. Voilà, je tiens surtout à remercier vraiment toutes les personnes qui nous ont donné du matériel, ce qui nous a permis en fait de travailler dans de meilleures conditions et peut-être de diminuer cette peur quand on rentrait à la maison, de pouvoir ramener quelque chose et voilà, de pouvoir se protéger. Voilà, très succinctement, mais j'interviendrai par la suite sur d'autres réactions, je pense. Voilà. On ne t'entend pas, François, il faut que tu mettes ton micro. Je remets mon micro. Voilà, je voulais m'excuser aussi auprès de Pauline Jacques. Il y a eu une petite erreur parce que j'étais sur Pauline par rapport aux médicaments. Donc, Pauline Jacques, qui est donc kinésithérapeute et qui pourra aussi parler de sa profession. Voilà. Je vois que Catel nous a rejoint. Et si Catel veut bien prendre la parole, hein, à la suite de Cécile, pour donc Catel Tanter, infirmière libérale aussi, et qui aura peut-être des petites choses à nous dire. Hein, Catel, si tu veux bien. Merci, Catel. Je ne sais pas trop les infos que les gens voudraient avoir, mais c'est vrai qu'au début de cette crise, en fait, on a été sollicité par des gens de la CPM qui étaient un petit peu jetés là parce qu'ils n'intervenaient pas dans leur domaine habituel. Ils étaient réquisitionnés pour savoir si on était d'accord d'intervenir auprès de patients Covid, mais sans matériel. Donc, en fait, on a été obligé de s'organiser en réseau on a cette chance d'avoir une association d'infirmiers libéraux à Douarnenez. Donc, c'est comme ça qu'on a pu s'organiser pour récupérer du matériel par relation, pour stocker ce matériel dans un local sécurisé avec Digicode. Et on a dû en fait travailler et se mettre en sécurité de manière complètement autonome, indépendamment de toute tutelle, parce qu'on n'avait rien à nous fournir pour nous protéger. Et comme il est question de parler de l'aide à la personne, nous, on a donc croisé toutes les aides à domicile qui n'avaient pas de masque, n'avaient pas de gants, n'avaient rien du tout. Et au début, dans la première quinzaine ou les 3 premières semaines, je ne sais plus, j'avais eu un contact avec une personne de la DAPA qui travaille dans les bureaux là-bas et qui n'était pas informée que les auxiliaires de vie avaient une dotation de masques individuelle. Nous, on avait ces infos-là via des informations par mail de la CPM ou de l'ARS, je ne sais plus. Et en fait, elle-même ne savait pas que les auxiliaires de vie avaient droit à 9 masques chacune par semaine. Et donc, elle devait un petit peu tirer ça, se renseigner auprès de la direction de la DAPA parce qu'elle ne comprenait pas qu'elle n'ait pas été au courant et les auxiliaires de vie elles-mêmes ne le savaient pas. Donc, elles avaient, je ne sais plus, un masque par jour, je crois, c'était un truc comme ça. Donc, nous, les infirmiers, on leur a donné des masques. Mais et puis, il y a eu pareil de la solidarité. On a réorienté des dons vers la DAPA. Mais voilà, ça a été un peu compliqué pour tous et angoissant. Je ne sais pas ce que les personnes présentes souhaiteraient avoir comme information, parce qu'il y a tellement à dire, tellement de choses à dire sur tout ça. Mais ça a été un problème de se protéger, ouais. Gros problème.
Catel, est-ce que tu peux compléter par rapport à ton propre vécu éventuellement, ce que tu as vécu toi personnellement en allant chez les gens et ça aussi. Alors, c'est loin maintenant. Et comme je disais à François tout à l'heure, moi, j'étais en vacances là 2 semaines. Du coup, j'ai pu mettre un peu de distance avec tout ça. Effectivement, pour rejoindre ce que dit Cécile, il y avait de la détresse, une détresse sociale et affective chez beaucoup de personnes. Et moi, j'ai donné des masques à des patients qui me regardaient avec des yeux presque larmoyants, me demandant des masques pour que leurs petits-enfants viennent les voir, parce que c'est beaucoup de personnes âgées qui savent que le temps est compté, et certains sont malades et ils ne peuvent pas voir leur famille. Donc, ceux qui sont à domicile ont eu la chance de pouvoir un petit peu contourner tout ça en obtenant des masques par-ci, par-là. Mais je pense à tous ceux qui sont dans les EHPAD, qui sont dans une détresse apparemment terrible de ne pas pouvoir voir leurs proches. Et après, certaines personnes âgées sont confinées tout le temps parce qu'ils ne sortent plus de chez eux de toute manière. Donc, mais par contre, ils ont perdu le lien aussi avec leurs auxiliaires de vie parce qu'ils ont, l'ADAPA a réduit à minima les interventions pour limiter les risques. Et donc, il y a des gens pour qui c'est la visite de la personne de l'ADAPA, c'est quelque chose de super important. Donc, ils se sont retrouvés isolés de leur famille, de leurs auxiliaires de vie auxquels ils sont attachés. Et on s'est retrouvés dans certaines maisons à être la seule personne qui passe pendant des semaines et des semaines, quoi. Ouais. Je crois qu'il y a Jérôme qui a... Jérôme, oui. Bonjour à tous. Je voulais poser une question en fait. Et au niveau de dépistage, est-ce que vous y avez eu accès assez rapidement ou pas pour le personnel et pour le dépistage PCR du Covid? Eh ben, dans la chronologie, je me souviens pas. Moi, je me suis pas fait dépister. Je crois qu'il y a des collègues qui se sont fait dépister parce qu'il y a eu des suspicions. Mais je crois que tout ça, ça s'est un petit peu clarifié quand le centre Covid à Gradelon, qui encore une fois est à l'initiative des professionnels de santé, ça s'est fait à l'initiative des infirmiers et des médecins du territoire. Il me semble, j'ai suivi ça de loin. Mais une fois que ça s'est mis en place, le dépistage a été plus accessible. Mais pendant très longtemps, la consigne, c'était de se dépister qu'en cas de toux ou fièvre. Or, face à ce message qu'on entendait partout, qui était que le virus qu'on peut être porteur sans être symptomatique, ben, on s'est promené pendant 3 semaines, je me suis promenée avec l'angoisse de donner mon petit virus à tout le monde sans savoir que je l'ai, quoi. Et sans avoir accès au dépistage, vu qu'on ne pouvait avoir accès au dépistage que si on était symptomatique. Enfin, il y avait un message hyper angoissant de se dire qu'on pouvait être porteur sans être symptomatique et de ne pas pouvoir être dépisté parce qu'on ne dépistait que les symptomatiques. Et en tant que professionnel de santé, c'est terrible parce qu'une des angoisses qu'on a le plus, c'est de donner à quelqu'un quelque chose qui n'a pas, de contaminer une personne. C'est terrible pour un infirmier, un médecin, n'importe quelle, une aide-soignante, un brancardier, de donner à quelqu'un une maladie. On ne veut pas ça, quoi. Et avec la culpabilité qu'on pourrait en avoir derrière, quoi. Et je pense que pour les auxiliaires de vie, c'était encore pire parce qu'elles avaient encore moins que nous de moyens de se protéger et de protéger les gens. Et elles n'avaient pas accès aux informations. C'est nous qui leur expliquions le port du masque, le port des gants, les mesures d'hygiène, le lavage des mains. Moi, je faisais un petit peu d'information à toutes les personnes que je voyais dans les maisons, quoi. Mais à l'ADAPA, on ne leur expliquait pas, en fait, d'après ce que j'ai compris. Ouais, je me permets de rebondir par rapport à ce que tu dis là sur l'ADAPA, parce que je sais que certaines personnes, certains auxiliaires de vie, là, comme tu dis, ont été appelés dans un premier temps à intervenir dans des lieux où à la limite c'était pas utile qu'ils y aillent, quoi. Et par contre, comme tu dis, là pareil, pas de masque, pas rien, quoi, aucune explication, donc c'était pas évident à vivre au tout début du confinement. Ouais. Ensuite, par contre, il y a eu aussi des gens chez qui il a fallu aller, mais des gens avaient des gros problèmes, hein, disons, d'alcool, etc. Et c'était pas évident. Et c'est surtout les hommes à qui on a demandé d'intervenir, parce que beaucoup d'auxiliaires de vie, comme tu dis, femmes, hein, avaient la crainte d'intervenir dans ces lieux-là. Donc ça aussi, il y a eu des choses pas faciles à vivre au niveau de tous ces gens-là. Peut-être que Cécile, tu peux compléter un petit peu de ce que vient de dire Catel ? Donc, par rapport en fait au prélèvement, en effet, il fallait vraiment avoir des symptômes. Donc, forcément, oui, ça crée de l'angoisse, de la crainte de ne pas pouvoir le faire. Et on a même actuellement des collègues infirmiers qui sont hospitalisés en psychiatrie. Ça va jusque-là, puisque vraiment la trouille, c'était plus que ça. Et en effet, après, c'était
tout l'exercice que l'on a pu faire était avec du matériel de débrouille. Et oui, c'est sûr, heureusement qu'il y avait l'association, mais c'était vraiment que du matériel de débrouille et avec notre débrouille totale de comment on peut faire les choses. Donc, il fallait pallier aussi à l'angoisse des gens, tout en essayant de rassurer. Il fallait dire la vérité, mais en même temps rassurer. Donc, on faisait l'effet éponge, en fait. On prenait l'angoisse de tout le monde et on essayait de temporiser, quoi, d'essayer de rassurer. C'est ça. Merci Catel, merci Cécile. On va passer à un autre domaine, on va peut-être changer un petit peu on va passer plutôt à l'aide à la personne. Je vais demander à Monique Prévost de nous dire un petit mot sur le planning familial. Je crois que c'est une association aussi qui a été très très sollicitée pendant cette période. Mais bon, je pense que Monique aura plus d'informations que moi, plus de choses à dire. Moi, j'ai lu un certain nombre de choses là-dessus et ça n'a pas du tout été évident non plus, je crois, pour beaucoup de femmes pendant cette période. Monique, oui, oui, c'est bon? Parmi les missions du planning familial, il y a l'accompagnement des femmes victimes de violences, des victimes de violences conjugales en général, mais quand même très, très majoritairement des femmes. Donc, la période, évidemment, était tout à fait favorable à ce genre de situation. C'était d'autant plus compliqué que notre local se trouve au centre Gradelon. Donc, on s'est trouvé sans possibilité d'accueillir les femmes comme on le fait habituellement. Alors, pendant la période du confinement, on a eu connaissance de 4 cas de femmes qui se sont trouvées sans hébergement, qui ont dû quitter le domicile. La première, alors il faut savoir qu'à Douarnenez, il y a un hébergement d'urgence depuis le mois de novembre dernier qui a été ouvert par le CCS. C'est un hébergement d'urgence qui est auquel on a accès par le 115. Donc c'est un numéro départemental qui dépend de la préfecture. Le 115 dans le Finistère ne donne pas accès aux femmes sans papier à l'hébergement d'urgence. Le planning avait souhaité, dans les négociations avec la mairie, avoir un accès plus local et puis qu'on puisse accueillir toutes les femmes, même celles qui ne sont pas en situation régulière sur le territoire. Ça n'a pas pu se faire. Donc, dans cet hébergement d'urgence, il y a une femme qui est arrivée avec 2 enfants. C'est un hébergement qui comporte 2 chambres. La mairie a considéré qu'avec 2 chambres, on pouvait héberger 2 familles. Ça a justifié aussi 2 fois l'aide que l'État a donnée. Donc, voilà. Et donc, cette maman et ses 2 enfants ont dormi toutes les 3 dans la même chambre. Là-dessus, une autre femme s'est fait connaître. On a dit elle pourrait peut-être aller, puisqu'il y a une chambre de libre là, elle pourrait peut-être aller dans cet hébergement. Et non, c'était le confinement, on ne pouvait plus cohabiter. Donc, pendant toute la durée où cette maman est restée avec ses 2 enfants, c'était plus d'1 mois, une des portes de la chambre a été verrouillée et les 3 femmes, la mère et les 2 enfants, étaient dans la même chambre. Après, l'autre solution, quand on appelle le 115, ce sont les nuitées d'hôtel. Donc, la 2e femme a passé 2 nuits à l'hôtel. Et puis après, elle avait une fille qui s'était proposée pour l'accueillir, mais elle n'avait pas d'argent, la fille non plus. Donc, c'est le planning qui a donné l'argent pour… elle devait traverser la France, sa fille habite en Savoie. Une autre femme, après, a dû quitter chez elle aussi parce que son conjoint la harcelait. Elle a dormi dans sa voiture un peu. Elle ne supporte pas d'aller à l'hôtel. On a téléphoné au maire pour lui demander qu'il ouvre un des gîtes des Plomards. Il a refusé, arguant du fait que l'hébergement de ces femmes, ça, c'est de la compétence de l'État, donc ce n'est pas à la mairie de prendre des initiatives. Et puis la 4e, elle a pu être hébergée ailleurs, mais elle se sentait en danger, et donc on lui a prêté un bracelet d'urgence, un petit peu comme ce qu'on donne aux personnes âgées. Il suffit d'enregistrer un numéro de téléphone, d'appuyer discrètement sur le bracelet, et quand on se sent en danger, ça permet d'alerter. Alors pour cette femme qui était dans l'hébergement d'urgence, elle est arrivée là par le 115 et elle venait de
d'une autre région du département. Elle a été accueillie par le CCAS à son entrée dans l'appartement. Elle a reçu 15 € et un colis alimentaire. Et après, elle n'a plus reçu ni la moindre visite, ni d'argent, ni… voilà. Et c'est le planning, les bénévoles du planning familial, il y a le chat qui veut sortir, les bénévoles du planning familial qui ont assumé toute cette partie essentielle d'accompagnement psychologique, parce que honnêtement, je pense que si on n'avait pas été là, eh ben, elle serait retournée chez son mari avec ses 2 enfants. On a estimé que pendant cette période, on a dépensé 1 300 € pour accompagner ces femmes. Ça se fait à côté des… Alors, il y a des institutions, il y a le CCAS, il y a le CEDAS. Alors, évidemment, c'était des périodes de confinement, donc les conditions de travail pour ces personnels étaient compliquées. Mais quand même, on a considéré qu'il y avait là en tout cas pour cet hébergement d'urgence de la mairie, le CCAS a reçu de l'argent pour équiper un appartement et accompagner les femmes. Et au niveau de l'accompagnement psychologique, il n'y a rien du tout. Et au niveau de l'équipement de cet appartement, il n'y a pas de connexion Internet. Il y a des enfants qui devaient suivre leur scolarité. Il n'y avait pas un jeu, un livre, une boîte de crayons de couleur, rien du tout, quoi. C'est vraiment, on ouvre la porte et installez-vous et puis débrouillez-vous. Voilà. Et par rapport à des appels aussi, par rapport aux IVG ou ce qu'on appelle la pilule du lendemain, des choses comme ça, est-ce qu'il y a eu plus de demandes à ce moment-là ou des gens qui n'ont pas osé appeler? On a eu quelques appels et ça s'est surtout fait par mail, ça, puisque oui. pas plus que d'habitude. Ce qu'on a ressenti le plus vivement, ce sont les femmes qui étaient sans hébergement. Parce que je crois qu'au niveau national, par contre, il y a eu beaucoup plus de demandes, il y a eu beaucoup plus d'inquiétudes et de demandes au niveau des IVG. Et je crois que dans la mesure où l'État avait quand même accordé 2 semaines supplémentaires. Mais il me semble, ou j'ai mal compris, mais il me semble que le Sénat vient de rejeter cette demande avec le déconfinement. Oui, alors, je ne sais pas si je me trompe. En fait, les demandes d'IVG ou même de contraception d'urgence, ce n'est pas le planning qui les gère. Nous, on est une association bénévole. On est formé à l'éducation, à l'écoute, à l'accompagnement. Mais c'est le centre de planification de l'hôpital qui a des personnels médicaux et qui peut faire des prescriptions. D'accord. Et vous acceptez. Mais quand on très souvent. Mais nous, on n'a pas de personnel médical, on ne peut pas faire de prescription. D'accord. Mais vous pouvez quand même avoir des appels pour ça, quoi. Pardon? Vous pouvez recevoir comme des appels de femmes. On en reçoit beaucoup, mais on les réoriente vers le. Réorienter. Ok, d'accord. Merci Monique. Pour les questions, je pense qu'on passera peut-être en troisième partie. Enfin, on verra si les gens ont des questions, on reviendra sur les. Mais je pense qu'on va passer à un autre témoignage. Peut-être que Françoise, tu pourrais présenter Olivier qui nous a rejoint, Olivier Huinou, et puis on va repartir sur le domaine de la santé pure avec et peut-être là sur les syndicats aussi, le positionnement des syndicats pendant cette crise. D'accord, mais je crois que Olivier, tu l'as présenté, hein, donc c'est un douarneniste qui vit à Paris depuis de longues années et donc qui est infirmier anesthésiste et représentant du syndicat Sud, donc qui participe aussi ou de près ou de loin au Ségur de la santé. Donc Olivier, vas-y, à toi de prendre la parole. Merci d'être là. Hein. Merci Françoise. Merci à vous surtout. Vous m'entendez ? Très bien. Ok, merci à vous de m'accueillir. Ça fait toujours plaisir, même virtuellement, de revenir au pays et de revoir, somme toute, des têtes connues. Donc, un grand merci de m'avoir associé à votre débat. Je ne peux que partager ce que j'ai entendu et être ému de ce que mes collègues en activité libérale ont pu exprimer. C'est un peu la même chose. On a un peu le même retour d'expérience dans l'hôpital.
Ce que je peux apporter comme témoignage, c'est celui d'un infirmier anesthésiste qui est retourné à la réanimation après 25 ans, dans un contexte très particulier, avec des patients qui sont arrivés dans un flux qu'on n'avait jamais connu et dans des états pathologiques qui se dégradaient très rapidement. Ils arrivaient avec une nécessité d'être assistés sous forme de filet d'oxygène dans le nez et au bout de 2 heures, ils étaient endormis, intubés et placés en réanimation parce que l'état s'était aggravé de façon catastrophique et de façon rapide. C'était quelque chose que l'on n'avait jamais connu et qui nous a quand même sacrément secoués. Il y a des aspects positifs dans l'expérience que l'on a traversée et je pense que l'adaptation que l'hôpital a su démontrer en est un de ces aspects positifs, la capacité qu'il y a eu à pousser des murs, à créer des réanimations là où il n'y en avait pas. Ça a été assez phénoménal. Sur la seule Île-de-France, on a multiplié par 3 les capacités en réanimation dans ce contexte-là. C'est des efforts énormes que les soignants et l'ensemble des hospitaliers, parce qu'on pense souvent beaucoup aux médecins, aux infirmiers, mais il n'y a pas de cette adaptation de l'hôpital sans les personnels ouvriers, sans les personnels administratifs. C'est vraiment l'ensemble de la communauté hospitalière qui a donné plus que de raisons pour passer le mieux possible cette crise. Il y a, somme toute, des aspects négatifs à la crise et il faudra les traiter. Notamment quand cette crise du Covid a mis en exergue, a presque mis en vitrine les réalités de l'hôpital, réalités que nous, on dénonçait depuis de nombreuses années, un peu plus fortement depuis 1 an à travers le mouvement des collectifs interurgences et interhôpitaux. Mais je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer qu'à l'hôpital, on manque de moyens, qu'à l'hôpital, on manque de moyens matériels et qu'on manque de moyens humains et que la stratégie qui avait été choisie depuis de longues années de proposer une offre de soins et non plus de répondre aux besoins de la population nous a amené dans l'impasse dans laquelle on a été dans cette crise-là. Je crois que ce qui a sauvé aussi l'hôpital en particulier, c'est le fait que le virus il s'est répandu de façon hétérogène sur le territoire. Et ça nous a permis, pour les régions les plus touchées, le Grand Est et la région Île-de-France notamment, de transférer des patients. Il faut remercier les hôpitaux bretons, pour le coup, d'avoir pris leur part et accepté de nos patients réanimatoires dans leur lit, à l'hôpital de Brest, à l'hôpital de Rennes notamment. Ça a permis aussi à des équipes soignantes de province de venir renforcer les équipes des régions les plus touchées. Et c'est cette solidarité-là qui nous a permis aussi de passer la crise mieux qu'on aurait pu le faire si on était resté chacun chez soi. On n'aurait pas bien gardé notre santé, à coup sûr. Donc, on s'en sort plutôt bien, mieux que dans d'autres pays. Et toutefois, il y a quand même des questionnements à avoir sur le préventif dans ces questions-là, et notamment le test généralisé qui a cruellement manqué dès le départ. Ça aurait été la bonne méthode, ne pas se retrouver à prendre des décisions quasiment moyenâgeuses d'un confinement généralisé de la population, alors qu'on aurait pu isoler les clusters et confiner ces patients qui étaient contaminés plutôt que de confiner tout le monde. Si on avait eu ces tests généralisés, comme on aurait dû avoir de façon systématique et pour toute la population des masques de protection, c'était l'essentiel et on ne l'avait pas. Ce qui me questionne à travers ça, c'est comment la 5e puissance mondiale s'est retrouvée tributaire du système, tributaire d'un système du capitalisme mondialisé. L'exemple typique, c'est cette commande de masques qui avait été annoncée à grands cris par les ministres et dont une partie a été détournée sur le tarmac de l'aéroport du Caire parce que les Américains avaient fait un chèque plus fort, plus grand. Ils avaient mis plus de fric sur la table et ces masques qui nous étaient destinés sont partis sur New York dans la logique du marché, de l'offre et de la demande et de celui qui en donne le plus.
Je crois qu'il y a un questionnement du système hein, qui est très clair et que la crise Covid met en exergue. On a cru que le président l'avait entendu. Il y a certains de ses discours pendant la crise que j'aurais presque pu signer quand il questionne, interroge sur le modèle de développement choisi depuis des décennies et qu'il faudra remettre au centre de l'affaire des services, des moyens, que l'État-providence était tout d'un coup un bien précieux, que la santé et son accès égalitaire pour tous, quel que soit son niveau de revenu, c'était aussi un bien précieux. Bref, on attendait avec impatience ce nouveau monde qu'il nous promettait. Malheureusement, il suffit d'écouter le Premier ministre ces derniers jours, le ministre de la Santé, pour comprendre que le monde d'après, c'est le monde d'avant, en plus grave encore. Si c'est le moment de parler du Ségur, hein, moi j'y suis plus, parce que mon organisation a décidé de quitter et de claquer la porte du Ségur, mais j'y ai participé au plus près, au cœur du Ségur, parce que j'étais négociateur pour ma fédération Sud Santé Sociaux, dans une attente hein, qui était forte des hospitaliers, de leur reconnaissance, et notamment à travers le salaire. On a une Nicole Notat qui a été nommée pour animer le Ségur de la santé, qui nous a fait comprendre qu'elle n'était juste qu'une animatrice, qu'elle n'avait pas d'enveloppe, qu'elle n'avait pas de mandat, qu'elle ne pouvait pas négocier. Donc, le contexte, là, n'est pas favorable du tout à un mieux à l'après-crise, et c'est bien ce que l'on dénonce. J'entendais que sur Douarnenez, et bravo à vous, et sur Quimper, c'est déjà en route. Je crois que le 16 juin prend une importance majeure. L'intersyndicale nationale d'hier soir y appelle dans son entièreté. Je crois que le 16 juin doit être la transformation de cette solidarité qui nous a fait chaud au cœur tous les 20 heures, hein, des balcons qui applaudissaient. Ben aujourd'hui, les balcons, ils doivent descendre dans la rue et transformer cette solidarité en une rébellion pour renverser la table, ouvrir de véritables négociations. Je crois que le jeu en vaut la chandelle et en tous les cas, les hospitaliers le méritent comme l'ensemble des soignants et avec eux, l'ensemble de la population, bien sûr. Merci à vous de m'avoir écouté. Ben, merci Olivier, je crois que tu as remis vraiment les soignants au centre de ce cercle qui s'était tellement éloigné là, avec nos décideurs, nos technocrates, etc. Hein. Merci beaucoup. Marceline, est-ce que tu veux compléter, ajouter, dire ce que tu… Excuse-moi, tout à l'heure, je t'ai présenté comme syndicaliste, mais je crois que j'ai oublié de dire que tu étais syndicaliste CGT. Mais je l'aurais reprécisé. Hein. Donc, effectivement, oui. Merci. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui, donc effectivement, j'étais infirmière au centre hospitalier de Douarnenez pendant 31 ans et j'ai pris ma retraite il y a 1 an avec beaucoup de plaisir d'ailleurs parce qu'il était temps de quitter ce milieu qui devient de plus en plus toxique vis-à-vis du personnel. Donc moi, ce que j'ai, comme je suis toujours mandatée au niveau départemental, j'ai quand même des informations sur ce qui s'est passé dans les établissements du Finistère. Donc, en fait, les établissements se sont tous organisés pour pouvoir accueillir des patients Covid, qu'ils soient dans ce qu'on pouvait envisager au départ, qu'ils soient de nos territoires ou qu'ils soient transférés d'autres établissements. Et ce qui fait que des activités ont été fermées. Et bon, les activités de consultation ont toutes été annulées dans tous les établissements. Mais aussi des services ont été fermés et donc ça a eu pour conséquence une lutte permanente entre les représentants des personnels et les directions pour le traitement qui était fait aux professionnels qui du coup n'avaient plus d'activité et qu'on renvoyait chez eux, à qui on imposait la prise de RTT, de congé annuel, alors qu'on était sur un dispositif Covid qui était particulier, avec des autorisations spéciales d'absence. Mais évidemment, ce que se disaient nos directions, c'est que si on leur impose les congés annuels maintenant,
on n'aura pas à leur en donner pendant l'été et on n'aura pas à embaucher du personnel pour effectuer les remplacements des congés d'été, quoi. Donc ça a été la grosse bagarre qui a été menée dans l'ensemble des établissements. La deuxième grosse bagarre, c'était de pouvoir obtenir du matériel, que ce soit des masques ou des surblouses, voire même des gants. Particulièrement sur l'hôpital de Douarnenez, le directeur, dès le départ, a annoncé qu'il n'était pas nécessaire de porter des masques. Et c'est grâce à l'intervention de la CGT locale de l'hôpital qui a, par un communiqué de presse, a dénoncé cette situation, que le directeur a fini par faire machine arrière, quoi. Ce que je peux dire, alors sur l'hôpital de Douarnenez, il y a eu quand même 4 contaminations qui ont été avérées parmi les professionnels de santé. Sur Brest, sur le CHU de Brest, alors la CGT s'est bagarrée pour obtenir des chiffres. Bon, il y a eu probablement entre 90 et 100 personnes qui ont été contaminées. Bon, personne n'a été dans un état sanitaire grave, mais bon, les directions ont cherché à cacher les chiffres, à dissimuler les chiffres en permanence, quoi. Et c'est vraiment en bataillant qu'on a fini par connaître un peu la réalité de la situation. Et puis, bon, c'est vrai qu'aussi au niveau de la Fédération Santé Action Sociale, CGT, il y a eu une grande enquête qui a été faite, qui a démontré, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais qu'il y a eu énormément de professionnels de santé hospitaliers qui ont été contaminés. Alors maintenant, la nouvelle bagarre, c'est concernant l'attribution de primes que le gouvernement a promis, entre 500 et 1 500 euros par agent, par soignant. Il ne veut pas prendre en compte les autres professionnels comme les brancardiers ou des agents d'entretien, pour leur attribuer aussi cette prime, mais aussi c'est la lutte entre les différents établissements pour savoir qui pourra en bénéficier ou ne pas en bénéficier, quoi. Alors les 1 500 euros sont attribués d'office aux personnels qui ont été au travail pendant 30 jours sur la période de l'épidémie, dans les établissements qui ont vraiment reçu des patients Covid graves, et des miettes pourraient être éventuellement distribuées à d'autres établissements comme Quimper qui a pourtant reçu des patients Covid de la région parisienne, Morlaix qui pourtant a reçu aussi des patients Covid de la région parisienne. Donc voilà, donc nous ce qu'on réclame au niveau de la CGT, c'est l'attribution de 1 500 euros de primes pour tous les agents hospitaliers, quel que soit aussi leur métier. Et puis, ce que nous réclamons évidemment aussi, c'est la revalorisation de l'ensemble des salaires de tous les personnels et la reconnaissance aussi de nos métiers, et avec la revalorisation de nos grilles salariales, quoi. Voilà. Je ne sais pas si on peut parler, si on parle du Ségur de la santé maintenant ou si on en reparle plus tard. Tu peux rebondir sur ce que disait Olivier, si tu veux, sur le Ségur, oui, la comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur. Donc le Ségur de la santé a très mal démarré, parce que les organisations syndicales ont été totalement, à part la CFDT évidemment, ont été totalement méprisées, ignorées. Ceux qui ont eu le plus la parole, c'est les représentants des employeurs, la Fédération hospitalière de France notamment. Et d'ailleurs, Olivier Véran a même considéré que le syndicat qui représentait les personnels hospitaliers, c'était la CFDT, alors que c'est la 3e organisation syndicale. Ils se sont fait quand même doubler par Force ouvrière aux dernières élections professionnelles.
autant les annonces de Macron qui semblait faire son mea culpa en disant « on s'est trompé dans notre projet de réforme de l'hôpital », pouvait nous faire penser que le plan hôpital, le plan santé 2022 d'Agnès Buzyn serait retiré. Et en fait, il s'avère que Olivier Véran, lui, son intention, c'est d'accélérer les réformes qui étaient prévues dans ce plan santé. Donc, tout ce qu'on refusait, ils vont essayer de le mettre en place. On ne considère pas que Ségur de la santé est un lieu de négociation, mais c'est le lieu où ils font beaucoup de communication. Ils utilisent ce Ségur pour communiquer à travers les médias et puis faire semblant de croire qu'ils vont faire beaucoup de choses pour les professionnels de santé. Or, ce ne sera pas du tout le cas. Et en particulier, leur objectif n'est pas non plus de donner des moyens suffisants à l'hôpital public, mais au contraire de créer des partenariats publics-privés parce qu'ils estiment que c'est ça qui marche le mieux. Voilà. Bon, merci Marceline, je crois que c'était très clair ton intervention. Je vais peut-être, Chloé, est-ce que tu veux présenter Jérôme? Très brièvement, il va se présenter lui-même. Oui. Jérôme Martin, qui est notamment le cofondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Et Jérôme, si tu veux introduire un petit peu qu'est-ce que cet observatoire et peut-être ce qui a révélé la crise Covid par rapport à la politique du médicament en France et peut-être à l'international. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, vous m'entendez bien? Oui. Je suis avec Pauline Londex, un des cofondateurs de cet observatoire de la transparence dans les politiques du médicament qu'on a créé en juin dernier, qui est une structure bénévole, et sans subvention. Alors, pourquoi parler de transparence dans les politiques du médicament? C'est que depuis plusieurs décennies, globalement depuis 25-30 ans, on s'est totalement laissé déposséder en fait de la production des biens de santé et on l'a privatisé. Et donc les conséquences, elles n'ont pas attendu la crise du Covid-19 pour se faire ressentir. Et vous allez voir que ça touche à tous les aspects de ce qui a déjà été dit, y compris la question des politiques d'austérité à l'hôpital. On travaille en commun très souvent avec le collectif Interurgence, Interhôpitaux dont il a été question. Mais ce que ça a fait, c'est que cette crise sanitaire sans précédent, elle a révélé toutes les faiblesses, toutes les défaillances d'un système de santé qui n'est plus public. Alors, il faut déjà être très, très clair sur ce qu'on appelle privatiser la production des biens de santé. C'est les profits qui ont été privatisés, c'est les bénéfices liés à la vente et à l'exploitation des médicaments, du dépistage, des vaccins, des dispositifs médicaux qui a été privatisé. Parce que le public reste très, très investi pour tout ce qui concerne le financement de la recherche et du développement, pour l'aide aux entreprises, l'aide à la production. L'exemple que l'on donne, qui est vraiment très, très parlant, Sanofi, le géant pharmaceutique soi-disant français, reçoit de la France 150 millions d'euros par an depuis 10 ans au titre du seul crédit impôt recherche, sans avoir à rendre de compte. Ça fait 1,5 milliard d'euros donnés à Sanofi en 10 ans. Sanofi, dans la même période, a supprimé plus de 2800 postes de chercheurs, a abandonné un pan de recherche comme Alzheimer jugé non rentable. Et en matière d'innovation, que fait Sanofi? Sanofi dépose un brevet sur l'insuline, qui est une molécule qui a pratiquement 100 ans, que le découvreur a vendu 1 euro pour en faire un bien à l'humanité. Et donc Sanofi trouve des prétextes pour le rebreveter et faire exploser le prix de l'insuline. Alors, pas trop en France, mais quand même, on ne s'en rend pas compte, mais c'est la sécurité sociale. Mais aux États-Unis, le prix est énorme, ce qui fait qu'il y a des malades qui ont du diabète qui meurent faute de pouvoir se payer l'insuline. Il y a eu une manifestation en janvier dernier sur ça. 150 millions, pour vous rendre compte, donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Vous avez eu l'exemple, bien avant le Covid, aussi très médiatisé, en décembre dernier, du Zolgensma, cette thérapie génique, qui est brevetée par Novartis, qui est vendu 2 millions d'euros l'injection, 2 millions d'euros l'injection, et qui a été découverte grâce à des recherches de l'INSERM, un institut public, et grâce à l'argent du Téléthon,
de l'argent caritatif, en grande partie défiscalisé, donc nos impôts. Et si on regarde comme ça, voilà, on a un système de dupe totale où on paie 2 fois les médicaments, les produits de santé. Une fois pour la recherche et ensuite une fois par le remboursement de l'assurance maladie. Sanofi, 80% de son chiffre d'affaires, c'est les remboursements en France, c'est les remboursements de l'assurance maladie. Sanofi a versé, en pleine crise économique sociale du Covid, 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires, il y a 15 jours. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est vraiment très, très juteux et qui ruine notre système de santé. Nous, on a du mal à le voir parce qu'en fait, les débats sur le système de santé sont « ah, l'hôpital coûte trop cher »,« ah, la sécurité sociale, l'assurance maladie, il y a des trous », c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion. Mais on n'a pas les éléments pour pouvoir décider si les médicaments que l'on paie, on les paie au prix juste. Et je dis médicaments, mais à chaque fois, vous devez avoir dans la tête la liste vaccins, dépistage, dispositifs médicaux, autres produits de santé, etc. Et on pourrait même inclure les masques, les blouses et les surblouses. Donc, voilà, faites un peu un lien, 150 millions d'euros par an pour Sanofi, pour les actionnaires, hein, pas pour la recherche, pas pour l'innovation, pas pour les besoins réels de la population. C'est le double de ce qui a été proposé par Agnès Buzyn en juin dernier aux hospitaliers et aux urgentistes qui étaient en grève déjà depuis 6 mois. 200 services qui étaient en grève à ce moment-là, il me semble bien, en juin dernier. Je parle sous le contrôle des autres. On leur propose 75 millions d'euros. Par an, on donne 150 millions d'euros de plus à Sanofi qui en fait n'importe quoi et certainement pas de la recherche. Donc ça, c'est une première chose sur la question du budget de santé, sur les dépenses de santé. Et on a besoin de transparence sur cet aspect-là pour pouvoir décider publiquement de nos dépenses en santé. Un autre aspect, une autre conséquence de la pénurie de cette privatisation, c'est les pénuries. Pénurie de dépistage et pénurie de médicaments. Donc là encore, ça n'a pas attendu le Covid-19. Il y avait 44 pénuries de médicaments recensées en France en 2008. Il y en a eu 12 fois plus en 2017, au fur et à mesure que la privatisation s'accentuait. Pourquoi ces pénuries? Tout simplement parce que pour maximiser les profits, on délocalise la production dans des pays où le travail coûte moins cher, puisque les conditions y sont moins bonnes, donc principalement en Chine. Et nous dépendons aujourd'hui à 80% de la Chine et de l'Inde en ce qui concerne les matières premières ou les médicaments. 80%. Donc, au moment du Covid, il y a eu une explosion de la demande en réactifs, en anesthésiants, en sédatifs pour la réanimation. Ça a bien été indiqué dans l'explosion des arrivées. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme en curare, donc des produits pour pouvoir intuber, pour pouvoir opérer, en antibiotiques. Comme on dépend à 80% de la Chine et que la Chine s'était arrêtée à cause de leur première vague, puis ensuite de l'Inde, les médicaments, ils arrivaient de moins en moins. On n'avait pas la transparence nécessaire pour pouvoir identifier ce que nous, pourtant, on avait demandé par un amendement qui avait été refusé par la majorité, et notamment par Olivier Véran, qui était député à ce moment-là. On n'avait pas les moyens d'identifier d'autres producteurs de matières premières pour les faire venir et pour pouvoir les produire directement en France quand c'était techniquement possible. On s'est donc retrouvé dans une situation de pénurie super grave qui a été justifiée par l'État, par le ministère de la Santé ou par le Premier ministre uniquement en raison du caractère exceptionnel de la demande, mais ce n'était pas vrai. Bien sûr que oui, ça pouvait expliquer qu'on se retrouve démunis pendant 15 jours, 3 semaines, mais l'État avait les moyens, il avait les moyens légaux de réquisitionner des usines, des lignes de production non essentiel. Si on fait du Viagra, par exemple, on n'en a pas besoin du Viagra pour le moment. Donc, on détourne et on détourne les lignes de production et on produit ce dont on a besoin. Tout ce dont on manquait, les réactifs pour le dépistage, tous les produits que j'ai nommés d'anesthésiants, sédatifs, etc., ce sont en général, c'est de la chimie assez simple. Donc, on n'a pas besoin de biotechnologie et on a plein d'usines qui pouvaient le faire. Donc, il y avait cette capacité, cette possibilité de réorienter les lignes de production non essentielles, ce qui n'a pas été fait. Et au lieu d'arriver devant les citoyens, devant la représentation nationale, devant les médias, pour dire non, on ne peut pas dépister parce qu'en fait, on n'a pas assez de réactifs. Nous, on ne peut pas dépister parce qu'en fait, en France, donc ça c'est un autre problème, on s'est doté de machines, les automates des plateformes qui sont fermées.
c'est-à-dire qui dépendent d'un seul type de marque de réactif, un peu comme pour une cartouche d'imprimante. Ce qui fait que quand arrive un nouveau virus, une nouvelle menace, on n'a pas les moyens. On doit attendre que la marque dont on dépend, les quelques géants, ait déposé la demande d'autorisation de son réactif, même s'il en existe par ailleurs à côté, et même si nous, sur place, à petite échelle, on pourrait le faire. Donc, au lieu de montrer que la pénurie, et de dire « désolé, on ne peut pas revenir en quelques semaines sur 30 ans de choix politiques, économiques en matière de santé de production publique », l'État a choisi d'habiller médicalement la pénurie, c'est-à-dire de mentir. Ça a été parfaitement documenté sur la question des masques, puisque voilà, on a commencé à le dire « Ah mais non, les masques, ça sert à rien. Non, mais les masques, ceci. » Il y a eu des témoignages qui allaient dans le même sens. Il y avait déjà dès mars des preuves scientifiques, des études scientifiques de l'importance des masques pour les virus de la même famille que le SARS-CoV-2, ainsi que très rapidement pour ce virus-là lui-même. Mais ça a été aussi un mensonge permanent et qui ne s'est toujours pas terminé sur le dépistage. Ce qui a été indiqué, la consigne donnée, ah non, on ne dépiste que quand c'est symptomatique, ça contrevient totalement aux recommandations qui ont été données par l'Organisation mondiale de la santé le 16 mars. Et enfin, le 16 mars qui a été réaffirmé par l'OMS, mais qui est déjà donné depuis un mois. Quelques jours après le 16 mars, quand le directeur de l'OMS dit bien il faut dépister partout, Édouard Philippe dit à l'Assemblée nationale, il y a la doctrine française qui est appuyée sur la Commission européenne. Alors, on apprend que la Commission européenne est une instance de recommandation scientifique qui nous dit que ça ne sert à rien en phase 3 d'épidémie de dépister. Et donc, vous imaginez bien ce que ça veut dire. Ça dit, on a une phase de latence où on peut contaminer alors qu'on n'est pas encore symptomatique. On peut rester asymptomatique ou présymptomatique tout en contaminant. Évidemment qu'on ne peut pas dépister toute la population. Mais en tout cas, de venir dire que ça ne sert à rien, c'est totalement faux. Voilà. Donc, j'ai essayé d'un peu balayer tous les aspects et voyez à quel point ça revient à beaucoup de choses qui ont été dites, avec évidemment les particularités territoriales de déserts médicaux qui peuvent aggraver la situation. La question des moyens financiers pour un hôpital public et un système de santé public, de santé performant et qui répondent, on l'a, puisqu'on file plein d'argent à l'industrie pharmaceutique et à ses actionnaires sans aucune contrepartie. Donc, il nous suffirait de réorienter ces dépenses-là. Cet argent-là, il pourrait très facilement être réorienté vers le planning familial ou des associations qui assurent des besoins en santé des femmes ou des besoins en suivi des personnes victimes, des femmes victimes de violences conjugales. Vous voyez bien que l'argent pour les primes, l'argent pour augmenter les salaires, revaloriser la profession, on l'a. Mais il faut bien voir ce que ça a donné, ces histoires de pénurie. Là, vu que c'est du point de vue des soignants, c'est totalement logique. Je confirme vraiment qu'on a des témoignages, nous aussi, de soignants qui ont dû se mettre en arrêt maladie après la phase du confinement, tellement ils étaient confrontés à des dilemmes éthiques terribles face donc moi, je suis en région parisienne, je suis à Saint-Denis, en matière de pénurie de médicaments, de sédatifs, etc. De choix, voilà, parce qu'on leur a demandé, là aussi, il y a eu un habillage médical de la pénurie. On leur a dit, finalement, la molécule de référence, le midazolam pour les sédatifs, molécule de référence pour les sédations courte durée, vous n'avez qu'à les changer. Sauf que voilà, c'est moins bon, c'est des sous-standards. Donc, du point de vue des soignants, c'était des dilemmes éthiques permanents. Et on a évité le pire grâce à l'engagement des soignants sur place. Vraiment. On a évité le pire grâce à un bidouillage de la part des hôpitaux, bidouillage constant qui était d'appeler des centres hospitaliers où l'épidémie était moins importante pour leur demander s'ils avaient de ceci, s'ils avaient de cela, ce qui était un calcul évidemment à très court terme puisqu'il suffisait que l'épidémie explose par exemple à Bordeaux pour que les hôpitaux de Bordeaux se trouvent démunis parce qu'ils avaient envoyé des médicaments manquants dans le Grand Est, dans le Nord ou en région parisienne ou ailleurs. Donc, ça a été du bidouillage constant. Les causes profondes de ces pénuries n'ont pas été réglées. Et vraiment, j'insiste sur ça, s'il faut voir ça du point de vue des malades, le droit des malades à une prise en charge de qualité dans les soins palliatifs, mais aussi le droit de mourir dans la dignité, parce qu'il était question de ça avec ces pénuries, la possibilité de pouvoir mourir sans souffrir, ou en tout cas de pouvoir mourir avec un dernier au revoir à ses amis, a été remise en cause. Il y avait peut-être une part d'inévitable là-dedans, mais ça a été totalement déguisé.
Et je pense qu'il y a une immense responsabilité et une culpabilité qu'il faudrait pouvoir identifier du gouvernement qui n'est pas responsable de 30 années de politique, une fois de plus, mais qui n'a pas pris les mesures qu'il aurait fallu prendre, des mesures économiques exceptionnelles qui ne coïncident évidemment pas du tout avec leur logique, mais qui les rendent responsables de ça. Et il faut bien voir, on a eu comme réponse, quand des députés posaient des questions sur les réquisitions de ces usines, des réponses de Philippe ou de Véran en disant « Ah, mais ça ne peut pas se faire comme ça, sans discussion politique préalable ». Sauf qu'à côté de ça, ils ont bien accepté, au nom de l'état d'urgence sanitaire, de détricoter le droit du travail pour faire exploser le nombre de supplémentaires sans débat préalable. Ils ont accepté de remettre en cause la présomption d'innocence. Oui. Excuse-moi, Jérôme, on t'entend plus très bien. Jérôme? Oui, je suis toujours là. Vous m'entendez? Jérôme? Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. On t'entend plus très bien. On t'entend, mais je vais pas te couper la parole parce que tout ce que tu nous dis, c'est extrêmement passionnant. Mais il faut qu'on avance un petit peu parce qu'on a encore… D'accord, pas de souci, j'avais terminé. Désolé, hein, c'est pas très correct, mais par contre, c'est super et je pense qu'on aura même l'occasion peut-être de réinviter ou de faire venir sur Douarnenez pour nous parler de tout ça quand on aura pris les merci. Je sais qu'il y a Yves Jardin qui avait demandé la parole juste avant, oui. Et qui voudrait prendre la parole. Alors, je sais pas si tu peux ouvrir ton micro et puis voilà. Hein. Oui, enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire, mais par rapport à ce qui a déjà été dit sur le Ségur, sur finalement l'absence de véritable volonté de changement, on en avait déjà une idée il y a quelques semaines. Il y a une note qui a été rédigée à la demande du président par la Caisse et dépôts de consignation et où on annonce une politique de privatisation, de coopération, disons, de contrats publics-privés, etc., etc. Donc, c'était déjà annoncé avant même qu'on fasse le Ségur. Et en fait, il n'y a pas de changement de politique. Et la politique qu'on a faite pendant des 3 gouvernements, enfin 3 présidents successifs, elle va continuer et elle va s'accentuer, puisque le ministre de la Santé a dit on reste dans le cadre de Ma Santé 2022 et on va l'accentuer. Alors, je ne sais pas où on va aller, hein, mais on peut s'attendre à une aggravation de la situation dans les mois, dans les années à venir, s'il n'y a pas un véritable changement. Alors, un véritable changement, ça suppose une véritable politique en faveur de l'hôpital public, hein. S'il y a donné les moyens financiers, ce qui n'est pas le cas, créer des lits, puisqu'on en a supprimé en l'espace de 30 ans, on a supprimé 100 000 lits, qu'on a une situation qui devient catastrophique, hein. On a actuellement, pour 1000 habitants, on a en moyenne 6 lits d'hôpital. L'Allemagne en a 8, la Corée du Sud en a 14. Et je ne sais pas jusqu'où on va aller, hein. On a la réapparition de maladies qui avaient disparu. On a l'espérance de vie en bonne santé qui diminue. Et tout ça, hein, on continue la même politique. Ça suppose aussi d'augmenter les salaires pour être attractifs. C'est peut-être pas le rôle des usagers de le défendre, mais si on en reste à la situation actuelle, c'est déjà le cas, on manque de médecins, on manque d'infirmiers. À Paris, à la PHP, il y a plusieurs centaines de postes d'infirmiers ou d'infirmières qui ne sont pas pourvus. Globalement, il y a 25 à 30% des postes de praticiens hospitaliers dans les hôpitaux, donc les médecins des hôpitaux,
qui ne sont pas pourvus. Il y a pour les stages de formation des aides-soignants ou aides-soignantes, on a constaté l'année dernière, enfin dernière inscription, une baisse de 40%, parce que vu les conditions de travail et vu les conditions de rémunération, on ne se bouscule pas pour faire ce genre de travail. Alors évidemment, si cette situation se perdure ou s'aggrave, c'est aussi toute la population qui en fait les frais. Et c'est pour ça qu'en tant qu'usager, j'ai envie d'insister là-dessus. Il y a également nécessité d'une véritable démocratie sanitaire, donc donner à l'hôpital public les moyens de fonctionner, créer des postes. Certains disent qu'il faudrait 100 000 postes dans les hôpitaux et 200 000, voire 300 000 postes dans les EHPAD pour arriver à avoir un soignant par résident, ce qui est le cas dans certains pays. Là, aujourd'hui, on en est à 0,3 en réalité par personne accueillie. Il en faudrait 3 fois plus. Bon, je rappelle aussi en ce qui concerne les conditions de rétribution, les infirmières viennent, au point de vue infirmier ou infirmière, le salaire est au 28e rang sur 32 dans l'OCDE, et il est urgent de revaloriser tous ces salaires. Autre nécessité, développer une démocratie sanitaire qui donne leur place à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les soignants, les élus, les usagers, ce qui n'est pas le cas parce que les structures actuelles sont une fausse démocratie. Si on prend la représentation des usagers, en fait, les usagers qui sont présents dans les commissions d'usagers, puisque c'est le nom actuel, sont choisis sont choisis en fait par l'administration en place, et les personnes qui sont choisies pour représenter les usagers appartiennent à des fédérations de malades. J'ai rien contre ces représentants parce que c'est des personnes qui se dévouent, mais on écarte que dans cette désignation tous ceux qui pourraient avoir une pensée critique par rapport au fonctionnement de l'hôpital. C'est valable au niveau de la coordination et des comités de défense des hôpitaux. On a plusieurs fois présenté, à chaque fois qu'il y avait donc un appel à candidature, on a présenté des candidats pour des tas d'hôpitaux, dans des tas d'endroits, et il n'y a pratiquement aucun représentant de ces comités d'usagers qui a été choisi. Et au niveau national, on a ce qu'on appelle, il y a une nouvelle organisation qui s'est créée d'usagers, qui a remplacé le CIS, qui s'appelle le CNAS, si j'ai bonne mémoire. Et en fait, c'est une association qui groupe d'autres associations. Et ce CNAS la création a été décidée par la précédente ministre de la Santé dans le cadre de la loi qu'elle avait proposée, et subventionnée majoritairement par le gouvernement. Et en fait, ce sont des gens qui cautionnent totalement la politique gouvernementale sans rien dire. Alors, en matière de démocratie sanitaire, il y a peut-être une idée à creuser. C'était une proposition qui est apparue depuis peu de temps. C'est la création de comités locaux de santé qui fassent intervenir tous les parties prenantes. Mais quand je dis comité local de santé, c'est des comités qui émanent de la base, pas qu'ils soient des structures administratives avec de nouveau une fausse démocratie, qu'on ait des possibilités d'expression et de propositions réelles. Et puis, dernière chose sur laquelle je terminerai, c'est l'évolution des hôpitaux. Un hôpital comme celui de Douarnenez, en fait, il a été dépouillé petit à petit de ses services. Il n'y a plus que des services de médecine, des services de soins de suite, services de gériatrie,
il y a encore des urgences 24 heures sur 24, un SMUR en journée, mais ce qu'on craint, c'est qu'on supprime encore des services et notamment, on a des craintes pour les urgences. Alors, on nous dit, c'est le directeur de l'ARS qui vient d'Ornonay qui nous dit, et le directeur reprend la même chose quand on le rencontre, il nous dit Douarnenez ferait un bon hôpital de proximité. Ce que le gouvernement entend par hôpital de proximité, c'est un hôpital où il n'y ait plus justement de services de chirurgie, de médecine, d'obstétrique, mais uniquement de quelques soins médicaux et de la gériatrie. Alors, les hôpitaux de proximité comme celui de Douarnenez, nous, on demande à ce qu'ils aient justement tous les services qui ont été supprimés avec une véritable gradation des soins avec 3 niveaux entre les hôpitaux de proximité et des hôpitaux plus pointus. Actuellement, on regroupe les services sur au niveau des groupements hospitaliers de territoire sur les hôpitaux pivots. C'est en même temps, il y a un développement du privé. Il y a la création d'hôpitaux privés. Il y en a un qui va se créer à Quimper. Et en fait, ces hôpitaux privés vont prendre les secteurs les plus rentables de l'ensemble du système hospitalier. Il faut savoir actuellement que, par exemple, la chirurgie ambulatoire dont on nous rabat les oreilles, elle est pratiquée, les 2 tiers de l'activité, en fait, sont exercés par le privé, non pas par le public, et que cela ne fera que se renforcer avec la politique actuelle. Et puis, dernier point, c'est de revenir à une sécurité sociale qui rembourse toutes les dépenses, tous les soins médicaux à 100% et qui soit géré démocratiquement et qui ait les moyens de son fonctionnement. On en est loin. C'est aussi une des conditions. Bon, j'étais un peu long, je m'arrête. Non, merci Yves. Quand on parle d'ailleurs de santé, on parle de la santé, il y a un mot qui a totalement disparu, c'est la santé publique. C'est-à-dire qu'en fait, on a complètement oublié que les citoyens devraient être au cœur de cette santé publique, et ça, c'est quelque chose dont il faudra certainement reparler aussi. Oui, il y a une chose que je voulais ajouter pour terminer, je vais être très bref, c'est que même à Douarnenez, on est en train de privatiser l'hôpital de l'intérieur. On est en train de créer des maisons de garde. On dit les urgences sont engorgées, donc il faut résoudre ça. Et qu'est-ce qu'on fait pour désengorger les urgences? On fait appel à une structure de droit privé qui est SOS Médecins, oui. Et qu'on installe à l'intérieur de l'hôpital. Bon, je sais qu'ils payent un loyer, mais c'est une privatisation comme ça, insidieuse, par l'intérieur qui se fait. Tout à fait. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, je me suis entretenu avec Bernard Conan, oui, bon, qui ne pouvait pas être là ce soir et qui m'a parlé de ça. Mais il faut quand même savoir que dès que le Covid est arrivé, le SOS Médecins, ils ont claqué la porte et ils sont repartis sur Quimper. Voilà. C'est quand même, c'est super, quoi. Bon, merci Yves. Je crois que tu as résumé plein de choses et je te remercie de ton intervention. Alors, on va revenir. Je suis désolé pour ceux qui devaient. Le temps passe très vite. Donc, j'aurais bien donné la parole à Gix pour qu'il nous parle un petit peu de son expérience au niveau. On va revenir sur des pratiques là plus, sur sa pratique et son travail au niveau des EHPAD justement, de nous dire peut-être un peu plus rapidement. Je suis désolé, mais de dire de ce qu'il vit lui-même et ce qu'on vit dans ces lieux justement qui ont été confinés même avant l'heure. Si tu veux intervenir, Gix. Merci. Eh ben bonjour. J'espère que vous m'entendez bien déjà. Oui, vas-y. Oui, c'est bon. Très bien. Et ben voilà, je vais témoigner un peu de cette période qui a été assez anxiogène, assez épuisante pour nous. Je travaille à la technique et à la logistique sur l'EHPAD de Pont-Croix, en lien avec l'EHPAD de Plouhinec et de Clédin, etc. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. En fait, on a été dans la situation un peu comme tout le monde, en fait. Manque de matériel, etc. Manque d'humains aussi, manque de bras. Voilà, tout simplement. Nous, on s'en est sorti assez rapidement. On a eu de la chance. C'est-à-dire qu'on a eu des cas assez tôt à Pont-Croix. Donc rapidement, on a eu l'ARS et le CEPIAS qui nous ont un peu chapeautés et qui sont venus, en fait, je pense que eux, ils se sont retrouvés face à
à des EHPAD dans le Cap Cisin qui sont assez nombreux et donc beaucoup de gens, beaucoup de résidents en EHPAD. Et là-dessus, ils ont fait assez vite. On a bénéficié aussi du confinement assez tôt de notre côté. Donc voilà. Après, l'histoire de matériel, nous, on s'est débrouillé. Ça a été de la bricole. Ça a été les boîtes de désamiantage, les peintres, l'agroalimentaire aussi, voilà, pour tout le matériel. Donc ça a été assez actif, on va dire, comme période. Après, il y a eu pas mal de travail en fait au niveau des protocoles, beaucoup de changements, beaucoup de choses. Là-dessus, je pense que tout le personnel des EHPAD, à tous les niveaux, que ce soit la technique, la cuisine, les soignants, les médecins, etc., tout le monde s'est investi totalement, a été hyper réactif. Et ça, c'était plutôt beau à voir. C'est que dans l'adversité, en fait, vraiment, les gens se sont vraiment soudés et ont été hyper efficaces. Maintenant, ce n'est pas une situation confortable, pas du tout. Surtout que cette situation, nous, les EHPAD, on l'a encore. Ce n'est pas terminé pour nous, on a encore le confinement. Alors, on développe les choses parce que ce qui a mis un peu en relief comme problème dans les EHPAD, pour mon avis, c'est-à-dire qu'au niveau santé, au niveau sanitaire, c'est notre métier. Changer des protocoles, s'adapter, on connaît. Maintenant, là où on a été un peu plus désemparé, c'était humainement. C'est un peu la solitude des EHPAD. On s'est complètement fermé, on protège. Maintenant, très rapidement, on a travaillé sur comment on peut se réouvrir et se mélanger aux autres aussi. Et là, c'est un peu plus compliqué pour nous. D'ailleurs, ces prochains mois vont être compliqués pour nous. Donc, je pense qu'il y a une réponse gouvernementale là-dessus. Déjà, il y a un cruel manque de moyens financiers, humains, matériels, des manques de formation, etc., de tout le monde, où il nous faut beaucoup plus. Mais il faut qu'on trouve une solution en fait, pour cette sorte de ghettoisation des EHPAD. Et je pense que là, les municipalités, elles ont aussi leur rôle à jouer là-dessus. Alors, on a des beaux exemples sur Douarnenez ou dans les autres EHPAD. Je pense que ce truc-là, il faut l'approfondir. Il faut aller plus loin. C'est assez compliqué. C'est une réflexion même sociétale en fait sur ce truc. C'est comment on va pouvoir impulser des démarches pour qu'on puisse réinvestir l'EHPAD des familles, mais aussi des gens quelconques, qu'on puisse rencontrer nos personnes âgées. Et c'est hyper intéressant en plus, une personne âgée. c'est compliqué, mais il va falloir trouver des solutions à ce niveau-là. Et je pense que la municipalité, là-dessus, peut avoir une réflexion et des solutions à apporter. Voilà. J'ai une petite pensée aussi pour mes collègues qui travaillent dans l'éducation sociale aussi. Je pense à Carnet-Armor, qui se sont retrouvés dans des situations aussi. On va aborder le problème avec Jean-Yves Cognac. Super. Donc voilà, merci, c'est une bonne transition. Je sais qu'il restera le témoignage de Pauline aussi, qui représente les paramédicaux et les gens qui s'installent et qui ont dû aussi vivre des choses très compliquées parce que les kinésithérapeutes, pendant cette période de confinement, n'ont pas travaillé non plus. Donc peut-être qu'avec Pauline, on verra plutôt les aspects un peu plutôt financiers. Et là, je vais tout de suite passer la parole à Jean-Yves, qui se demandait si on ne l'avait pas oublié. Jean-Yves, tu m'entends, hein? Jean-Yves qui est aussi donc un de nos colistiers, un de nos candidats aussi sur la liste Douarnenez Terre Citoyenne. Merci Jean-Yves de ton intervention. Merci Gix, c'était super. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-Yves. Vous m'entendez? Très bien. Ok. Que dire, si ce n'est effectivement que la situation sanitaire sur les établissements qu'on qualifie nous autres de SMS, établissements sociaux médico-sociaux, n'a pas atteint les proportions dramatiques que les EHPAD ont pu à certains égards rencontrer. Pour autant, le confinement a été vécu dans de très nombreuses associations et établissements comme un choc, je dirais presque même une violence. Les préoccupations qui ont été les nôtres très rapidement, ça a été que de devoir faire face à ce qu'on supposait être des décompensations psychiques. Et c'est un des enseignements qu'on retire de cette période, c'est que étonnamment, mais aussi de manière évidente, de par le professionnalisme des gens qui exercent, ce sont des phases qu'on a très très peu rencontrées. Alors,
La technologie est venue au secours aussi du mental assez rapidement. C'est peut-être une caractéristique aussi des équipes parce qu'au sein des établissements, on travaille avec des professionnels assez jeunes. La moyenne d'âge est assez jeune. Assez rapidement, la technologie est venue au secours du lien social, du lien affectif. Et là, pour le coup, c'est un des enseignements d'ailleurs que nous autres, on retire. On a très vite réussi à faire des prouesses avec la mise en œuvre de réseaux sociaux, de modalités de type Skype, autres, etc., Zoom, voilà, y compris donc entre établissements, entre associations. Ça a été important parce que, je le répète, ce qu'on a vécu a été un véritable choc. Alors, je vais prendre l'exemple d'un des 2 établissements que je dirige, à savoir qu'on a très rapidement, en quelques jours, réorganisé l'espace dans les établissements en cloisonnant les établissements eux-mêmes pour éviter le maximum de circulation. Alors, contrairement à la réalité des EHPAD, nous autres, on a repoussé le plus loin possible l'idée même d'un confinement en chambre. Et voilà, je tiens à le dire parce que on y est là, on déconfine depuis lundi. Et jusqu'au bout, en fait, on a réussi dans tous nos établissements sur Camp d'Armor donc à éviter en fait ce confinement en chambre, à l'exception de la structure du Golven qui, elle, donc est une structure qui accueille des personnes âgées. Assez rapidement aussi pour maintenir ce lien social, on a travaillé donc à des solutions parfois artisanales en fonction de la configuration des locaux pour maintenir le lien entre les personnes et leurs familles, le lien visuel. Hein. Donc là, par exemple, nous autres sur la structure de Plomelin, on s'est rapproché de la mairie qui nous a apporté des barnums. Et on a pu, avec un mix de ce qui était l'extérieur et de l'intérieur, donc mettre en œuvre aussi ces relations entre les familles et les personnes accueillies. Voilà, on a bénéficié aussi de gestes de générosité qui nous ont permis de faire face à la pénurie de matériel que tout le monde traversait, quoi. Alors, je tiens à dire que à l'échelle de notre association, il y a eu tout de suite de très bons réflexes qui ont consisté à centraliser l'ensemble des matériels dont on pouvait disposer dans les structures dès lors qu'on avait de la médicalisation. Ici, par exemple, sur l'établissement de Plomelin que je dirige, on a donc une partie de la structure qui est médicalisée et de fait, on a des habitudes de travail, des habitudes de dotation qu'on a mutualisées. On a bénéficié aussi indirectement du fait que certaines activités ont été fermées, ont réduit la toile. Je pense en particulier aux ESAT, qui eux avaient donc de fait du matériel aussi et qui nous ont transféré. Donc tout ça a fait qu'on a pu joindre les 2 bouts. On a eu, on va dire, en matière de masques, 2 semaines un peu compliquées, on va dire globalement jusqu'au début avril. Et très vite, début avril, on a pu équiper en fait tous les dispositifs en matière de masques et autres, quoi. Voilà. Il y aurait tellement de choses à dire. L'établissement de Plomelin a cette particularité qu'il est avec nos collègues qui sont sur Ipava, donc de Don Bosco, d'être un dispositif d'accueil temporaire. Donc, sans prétention aucune, un dispositif comme celui que on gère ici sur Plomelin est considéré comme le 3e en Bretagne au niveau de la capacité. C'est un établissement qui est assez conséquent, qui cependant donc a mis entre parenthèses tout ce pan de l'activité pendant pratiquement 2 mois et demi pour des raisons évidentes qui étaient de restriction des allées et venues, des circulations. On a fermé
le dispositif d'accueil temporaire. À l'heure où je vous parle, et je suis vraiment dedans, hein, à l'heure où je vous parle, on est en train de l'ouvrir. Je rouvre progressivement ce dispositif. Je demande pardon, c'est le téléphone de l'établissement. Le dispositif est en train de se rouvrir et de fait, effectivement, donc on va y aller par petites touches avec donc une orientation que nous avons prise, à savoir celle de l'ouvrir ce dispositif aux situations entre guillemets d'isolement social, d'urgence sociale les plus aiguës. Et donc on va avoir cette ouverture progressive qui va se mettre en place jusque le 31 août pour, je l'espère, reprendre notre capacité initiale donc au 1er septembre. C'est un dispositif qui vous donne un ordre d'idée, donc accueille environ sur 15 équivalents temps plein, on accueille l'équivalent d'à peu près 140 personnes différentes chaque année. Voilà. Je pense que si, de ce point de vue-là, on avait quelque chose aussi à mettre en avant et à défendre, enfin ici, notamment sur la structure de Plomelin, on en est très convaincu, c'est que peut-être plus encore que des dispositifs d'hébergement pérennes, les dispositifs de répit, les dispositifs temporaires devraient être promus. Voilà. Voilà, rapidement dit, voilà ce que j'ai à mettre en avant. Merci Jean-Yves. Je vais quand même donner rapidement maintenant la parole à Pauline. Je suis désolé, et ça fait déjà presque 1h30 qu'on est en Zoom en direct là. Pauline, est-ce que tu veux bien parler, excuse-moi, hein, ça sera peut-être un peu court, mais de ta situation par rapport au kiné. Voilà, je suis kiné, je suis remplaçante depuis plusieurs années. Je remplace tout le temps les mêmes kinés dans les mêmes cabinets. Donc, on se connaît bien et on est resté pas mal en contact pendant le confinement. Ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas eu de directive particulière, mais on s'est retrouvé dans l'obligation de fermer les cabinets parce que tout simplement, on n'avait pas de matériel pour assurer correctement la sécurité sanitaire des patients et la nôtre. Il y avait des protocoles à mettre en place et c'était compliqué parce là, en plus, je travaillais à la maison médicale de Plogonec. Donc, on était 3 kinés dans le même cabinet, l'essence de circulation, bref. Donc, on a dû appeler tout le monde en catastrophe et leur dire que on interrompait les soins et qu'on ne savait pas quand on pourrait reprendre. Donc, notamment, c'était un peu difficile pour les personnes âgées qu'on va voir à la campagne isolées qui, pareil, hein, qui nous attendent quand même pour un maintien de l'autonomie, parce que voilà, c'est quand même assez important. C'est notre rôle, surtout à la campagne et dans des villes comme Douarnenez où il y a beaucoup de personnes âgées. Et du coup, on n'a pas travaillé. Donc, certains sont quand même allés voir les domiciles urgents. Mais donc, pendant 2 mois, on n'a pas pu travailler et pas voir les patients. Donc, bon, il y a l'aspect financier, évidemment, mais au-delà de ça, on a l'interruption des soins. Et là, je viens de reprendre et je me rends compte quand même que on a manqué aux gens, quoi, parce que leur pathologie, tout ça, leurs symptômes, les personnes âgées, certaines, c'est plus difficile maintenant pour se déplacer. Les douleurs chroniques, ça s'est empiré. Il y en a qui refusent encore de venir, qui ont peur de ressortir un peu de chez eux. Donc là, au cabinet, tout est un peu compliqué parce qu'il faut faire le nettoyage, l'aération, il faut faire attention que les patients ne se croisent pas, voilà, on a fait un peu la police, le ménage, etc. Les séances c'est une organisation qui est compliquée à mettre en place et pour rejoindre ce qui a été dit sur les masques, etc. Je pense que si on avait eu du matériel, on aurait pu s'organiser pour maintenir une activité quand même auprès des patients. Après, et puis moi, là, les remplaçants, c'est compliqué. Nous, on retravaille vraiment petit à petit, c'est pareil. Hein, on a ça va faire 3 mois sans travailler. Bon, là, moi, j'ai quand même la chance étant donné d'avoir un bon réseau, donc j'ai réussi, mes collègues maintiennent leurs vacances d'été, donc je vais pouvoir travailler cet été. Le centre de rééducation vient de me rappeler, donc je vais aller un peu au centre de rééducation aussi.
Voilà, on ne sait pas trop. On avait donné tous nos masques aux infirmières en début parce que comme on ne pouvait pas travailler et qu'on savait qu'elles n'en avaient pas, ben, on leur a filé notre matos. C'est ça la solidarité. Ben, ouais, enfin, ça s'est fait tellement, c'était assez brutal, ça s'est fait vite, c'était un peu bizarre. Et puis, il y a eu la mise en place du télésoin aussi de kiné. Donc, je n'ai pas de collègues qui l'ont fait, hein, que je connais, mais je sais que… Distance. Ça ne doit pas être facile à faire, ça. Kiné derrière l'ordinateur, moi, perso, j'ai un peu de mal avec ça parce que mon métier, c'est quand même d'être auprès des patients, de toucher. Donc, voilà. Bien sûr. Je ne sais pas, enfin… On pourrait être rapide. Et puis, ah oui, j'avais juste un truc en discutant là. L'été, donc il y a quand même des kinés à Douarnenez qui cherchent des remplaçants. Et des fois, ils ont des pistes. Et malheureusement, le souci qu'ils ont, c'est que les remplaçants ne viennent pas parce qu'ils ne peuvent pas se loger à Douarnenez. Pendant la période estivale, là, notamment, j'ai une collègue qui me disait qu'elle avait une piste, mais la jeune femme avait cherché un logement et les logements pour juillet, août, c'était trop cher. Et puis en plus, là, on est sur des reprises de planning, donc on ne travaille pas non plus à temps plein. Donc, ça ne peut pas garantir un chiffre d'affaires, enfin un salaire. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Bon. Ok, merci Pauline, je te remercie de ta petite intervention. Alors, je sais qu'il est 20h passées, on aurait pu continuer à débattre. Moi, j'aurais voulu parler de mémoire vagabonde, mais bon, vous pouvez vous renseigner hein, sur Internet. Je sais qu'ils ont eu aussi beaucoup de difficultés à rentrer en contact avec les aidants et les aidés, mais ils se sont bien organisés quand même, grâce le téléphone a beaucoup marché en fait. Et là, depuis le retour du beau temps, ils ont la chance de pouvoir se retrouver dans des jardins et travailler auprès et de retrouver leurs activités. Voilà, je vais tous vous remercier. Je crois qu'aussi il y avait Marceline qui voulait rajouter quelque chose, mais je sais ce que c'est la manifestation prévue le 16 juin à l'hôpital. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était pour dire qu'il y avait un rassemblement qui était prévu le 16 juin à 14h devant l'hôpital, de 14h30, pardon, 14h30 à 16h devant l'hôpital, et qu'on appelle toute la population à venir soutenir les personnels après les avoir applaudis tous les soirs à 20h. Voilà, c'est ce qu'on espère. Merci, très bien Marceline. Et là, je vais conclure. Enfin, je vais conclure. Non, c'est Hugues, je crois, qui va conclure. Hein. Je te passe la parole, Hugues. Merci à tout le monde. Ok, merci François. Merci à vous tous pour la richesse de ces échanges, de la richesse de ces témoignages aussi. Je voudrais simplement terminer sur presque une liste un peu à la Prévert des actions sur lesquelles on doit impérativement s'engager à partir du 5 juillet, donc après ce deuxième tour des municipales. Un premier point qui me semble hyper important, c'est le conseil de surveillance de l'hôpital. C'est un outil hyper important dans lequel les élus doivent prendre leur place, jouer leur rôle. Et ne pas laisser en fait simplement la part administrative et purement comptable de gestion de l'hôpital gérer les choses, sachant que l'hôpital rayonne également dans la gestion des EHPAD et donc peut peser fortement sur ce qui se passe en termes d'organisation de moyens humains et matériels dans les EHPAD qui sont rattachés à l'hôpital. Je pense qu'il est aussi nécessaire que ce conseil de surveillance accueille dans ses membres participants le comité des usagers de Douarnenez, de l'hôpital de Douarnenez, pour en fait se nourrir aussi de leur expérience et de leur expertise depuis de nombreuses années de combat et de lutte sur ces terrains-là. On aura également à continuer à se battre pour le rétablissement du SMUR, la sauvegarde, la protection du service des urgences à l'hôpital, mais aussi le rétablissement dans son intégralité de fonctionnement du SMUR. Et je pense qu'on nous a pendant trop longtemps menti donc depuis 2018 et que là nous allons devoir passer et utiliser un des derniers moyens qui nous reste, qui est de porter plainte pour mise en danger des populations et pour disparité de traitement des populations, puisque en particulier sur le Cap Sizun les habitants
ne sont pas traités avec l'égalité de tous les citoyens, puisqu'ils ne peuvent pas accéder à s'assurer en fait qu'en cas de gros problèmes, ils pourront être secourus dans les délais suffisants. Il est aussi important qu'on travaille sur un centre de santé, la création d'un centre de santé sur Douarnenez, et que ce centre de santé s'ouvre également éventuellement au salariat des médecins. C'est une piste que l'on ne peut pas s'interdire d'explorer pour permettre effectivement à de jeunes médecins de pouvoir s'installer dans des conditions acceptables de pratique de leur métier qu'ils attendent fortement. Donc, le salariat des médecins, ça nous semble quelque chose d'important à explorer. Il est aussi intéressant de réfléchir à la notion de maison médicale de garde et je le mets un peu en opposition à SOS Médecins qui, comme le rappelait Yves tout à l'heure, est une structure totalement privée et fermée. Mais on a besoin pour l'ensemble de la population aussi de pouvoir s'assurer d'une intervention ou d'un contact rapide avec des médecins généralistes, au moins sur notre périmètre. Les maisons intergénérationnelles sont aussi des outils qui peuvent permettre d'aborder sous un angle un peu différent les problématiques du grand âge ou de l'âge, en mixant et en se donnant des possibilités justement de mixer des populations et de mettre en place des entraides extrêmement puissantes dans ce cadre-là. On a besoin d'un outil de diagnostic du territoire. Yves l'a cité tout à l'heure à travers des comités locaux de santé. On parle de contrat local de santé. Ici, jusqu'à présent, le choix qui a été fait, si la communauté de communes a pris cette compétence-là, c'était pour la transmettre directement à l'échelon du dessus, c'est-à-dire à QBO, Quimper Bretagne occidentale, pour un rayonnement à l'échelle de toute la Cornouaille. Certes, on a besoin des outils d'engineering que peut apporter un territoire plus élargi, mais on a aussi absolument besoin d'avoir une connaissance parfaite de nos problématiques de santé qui sont assez spécifiques au territoire de Douarnenez, du Cap Sizun, etc. Et donc, on a besoin de pouvoir associer tous les intervenants de la santé sur le territoire à travers des outils de ce type-là, de façon à ce que chacun soit mobilisé et partage sa connaissance, partage ses expériences pour nourrir en fait l'ensemble de la réflexion qui après peut remonter un étage au-dessus pour mobiliser les moyens nécessaires à faire évoluer l'ensemble du dispositif de santé que l'on peut imaginer pour le territoire. Je voudrais aussi remarquer, ça a été dit plusieurs fois, le terme générosité. Générosité et solidarité, c'est aussi ce qui ressort de cette période-là. C'est aussi ce qui a permis en fait au dispositif, pour une grande partie, de tenir debout. Ce n'est pas l'État qui a aidé, c'est la solidarité et la générosité des uns et des autres qui a permis d'apporter un petit peu d'amélioration à travers les moyens matériels, entre autres, mais aussi quelquefois quelques moyens humains en support. Voilà, donc ça c'est remarquable et je crois que toute la population s'est mobilisée, que ce soit les entreprises ou les particuliers, et on a aussi donné, nous, dans ce domaine-là, en mobilisant plus de 60 bénévoles, justement mis à disposition de l'ensemble des associations caritatives, entre autres, mais aussi tous ceux qui pouvaient avoir des besoins dans cette période-là. Voilà. Et puis, l'aspect logement qui a été dit là est extrêmement important et fondamental. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour tous les paramédicaux, c'est vrai pour tout le monde. Donc là, il y a de gros efforts à faire en termes d'urbanisme et de remobilisation de logements sur Douarnenez. Et on sait qu'on est là dans une très forte dualité d'approche entre le tout-tourisme qui est revendiqué comme le moyen de sauvegarder l'avenir de Douarnenez, et puis la nécessité en fait de préserver sur Douarnenez des capacités d'accueil importantes pour tous les actifs et pour tous ceux qui veulent venir s'installer ici.
Donc là, on est vraiment sur des positions totalement antagonistes et nous, on se bagarre justement dans ce sens de l'amélioration de l'offre de logement sur Douarnenez. Et puis, je voulais juste terminer, et Séverine l'a très bien fait avant moi, pour appeler tout le monde à une très forte mobilisation le 16 juin, au-delà de ce que l'on a traversé, le démontage de l'hôpital ou de l'ensemble du système de soins en France, qui a été traité avec une certaine violence les années précédentes. Et ben, il faut que tous les citoyens se l'approprient et se mobilisent. Et la sanctuarisation de la santé dans l'économie de l'État, comme la sanctuarisation de l'éducation, ce sont des combats que l'on devra mener durablement et avec une énergie et une conviction totale. Voilà, donc grand merci à vous tous pour votre participation, vos témoignages, votre engagement toujours, et puis on tiendra. On tiendra. Merci à vous tous. Moi, tu as débaptisé Marceline. Tu l'as appelée Séverine. Oh oui. Ah oui, tu n'es pas le seul, t'inquiète pas. Ça fait 2 fois que je le fais en plus. Mais tu n'es pas le seul, t'inquiète pas. Moi, je me permets de rajouter une petite conclusion. Moi, je vous invite à aller à prendre connaissance du manifeste des soignants qui ont écrit des propositions qui s'appellent Les Jours Heureux. Alors, ce n'est pas en référence à ce qu'a dit Macron. Hein. Macron, il parle des jours heureux, mais c'est les jours heureux, vous savez à quoi ça fait référence, surtout les plus anciens. Ça fait référence au Conseil national de la résistance, hein, qui a donc, créé le système de santé qui était notre système de santé tant vanté bref, et que malheureusement, les politiques de santé menées depuis 30 ans ont totalement cassé. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous. Merci. Merci.